durer. Je ne pourrais m'étendre longuement sur l'évolution et le destin de ces musiques dites villageoises, mais je me contenterai de souligner que la place de que celle-ci occupe dans le quotidien et la mémoire actuelle apparaît indissociable de la revitalisation, revalorisation, instrumentalisation des pratiques culturelles et identités villageoises par le pouvoir du MPR dans les années 70. Initiative coordonnée par les plus hautes instances du mouvement populaire de la Révolution. L'animation politique servit d'abord et avant tout à une spectaculaire démonstration du pouvoir autocratique du chef de l'État. En même temps que cette instrumentalisation étatique, pourtant, la valorisation et le recours aux pratiques musicales villageoises contribuent, d'une manière plus générale et diffuse, à revitaliser un certain nombre de folklore. Des groupes de musique yamboka se produisent dans les bars et dans les événements où l'origine ethnique perdait progressivement son caractère exclusif. À toutes les semaines, sur les ondes, sur la chaîne nationale, des concours, des extraits de musique d'animation, de musique folklorique étaient diffusés, tant et si bien que finalement, malgré une forme d'instrumentalisation assez évidente, puisque les chants folkloriques étaient évidemment pas chantés en l'honneur du chef de l'État avant, puisqu'il n'y avait pas d'État, et qu'il y avait une multitude de principautés et de choses. Mais bref, tout ça, pourquoi ça recommence toujours, ces choses-là? Ils sont dans un mode de repeat, je ne sais pas pourquoi. Donc, on pourrait dire que par des événements comme l'animation culturelle, la nation zaïroise, devenue aujourd'hui congolaise, devint de plus en plus concrète. Les envolées déclamatoires du chef passèrent par une certaine célébration de la diversité au sein de l'unité de la culture authentiquement zaïroise, et l'affirmation d'un pays fort et uni passa de plus en plus par une véritable fierté de cet amalgame des différentes origines qui constituent le Zaïrois, le Congolais, qui fait qu'aujourd'hui encore les Zaïrois, les anciens Zaïrois, les Congolais d'aujourd'hui, pour plusieurs, ont un véritable sentiment d'attachement à la nation, ce qui n'allait pas de soi évidemment il y a un siècle. Alors qu'en aval comme en amont de l'animation politique, la musique du village n'a pas cessé d'accompagner les deuils et les mariages, les orchestres folkloriques gagnent en popularité et les succès rencontres nourrissent de nouvelles ambitions. Je ne ferai pas ici le panorama de plusieurs groupes qui sont actifs aujourd'hui à Kinshasa et qui, par une certaine commercialisation, réussissent à exister dans la scène musicale de la capitale. Est-ce que je pourrais avoir un petit indice de temps? Midi 8, donc il me resterait 20 minutes, à peu près 25 minutes. OK. Je vais passer à la musique moderne. On se rendra, je pense qu'on va se rendre jusqu'à la projection de la chronique, mais je pense pas qu'on va se rendre autant pour l'écouter au complet, mais on aura au moins eu ce temps-là ici. Donc, on allait commencer par ça ici. Alors, la musique moderne congolaise, connue aussi sous l'appellation générique de rumba, apparaît non seulement comme un pilier de l'identité congolaise moderne. Elle renvoie à un style musical particulièrement marquant pour l'ensemble du continent africain depuis plus de 40 ans. Toujours centrale dans la vie urbaine de Kinshasa et dans l'imaginaire du pays entier et de sa diaspora, la rumba apparaît comme un véritable lieu de mémoire actif du Congo-Kinshasa. Une mémoire et une pratique musicale en constante évolution. Un genre et un répertoire que tous les Kinois et Congolais connaissent par ailleurs à travers le prisme générationnel. On parle à Kinshasa de première génération, deuxième génération, troisième, quatrième génération. Certains parlent de cinquième génération, mais évidemment, le nombre de générations est discuté selon le goût du locuteur et son âge aussi, mais j'ai
j'ai voulu, au sein de ma thèse, quand même systématiser cette terminologie générationnelle qui est quand même assez révélatrice et fonctionnelle à mon sens à moi. Donc, ici, on a un extrait de ce que j'appellerais la 4e génération. L'auteur Wenge Musica, Wenge Maison-Mère de Werason. Hey, pourquoi ils recommencent toujours? Ah, ok. Super. Ah, cool. Merci. Alors, la première génération associée à la période de 1940 à 1960 est celle des précurseurs et des pionniers de la rumba. Elle correspond, sociologiquement et symboliquement, à la gestation d'un nouveau mode de vie caractérisé de moderne, celui du travail salarié et du décloisonnement ethnique, du christianisme institutionnalisé et du mariage monogame. Plus précisément, cette musique émerge au cœur d'une culture du divertissement, issue de la colonisation, dans un espace-temps du développement de la ville comme milieu de vie nocturne. Moralement suspect, mais jusqu'à un certain point toléré par les autorités coloniales. Issu d'un milieu marginal jusqu'au clandestin, le musicien de cette période chante la vie nouvelle, insistant sur la célébration d'une naissance prometteuse, celle de l'amour courtois en milieu africain. Si, à l'écoute des enregistrements de l'époque, l'importance de la musique afro-cubaine apparaît indéniable, il est aussi révélateur de constater que le lingala et certaines autres langues véhiculaires du bassin Congo sont déjà très présentes. Alors que les enregistrements des années 40 et 50 rendent compte d'une relative diversité des styles et des orchestrations mimétiques de la musique cubaine, la mémoire culturelle de cette époque semble s'être principalement cristallisée dans l'instrument de la guitare. Quand on dit aujourd'hui on va jouer de la musique de la première génération, la majorité des musiciens vont se reporter à la guitare, même si en réalité, à l'époque, la diversité était plus grande. Ce qui n'implique pas, par exemple, que certains vieux jouent encore d'autres styles, à l'accordéon, à la biguine, tout ça, mais c'est excessivement rare aujourd'hui. C'est beaucoup plus rare, en fait. Donc, au bar, comme dans certains espaces non balisés par l'administration coloniale, le musicien-chanteur s'accompagne qu'à la guitare et se rend souvent doublé d'un percussionniste qui lui donne le rythme, que ce soit sur une bouteille vide, une percussion traditionnelle ou ce qu'il pourrait trouver sur place. Enfin, on ne pourrait terminer ce bref survol de la première génération sans évoquer l'importance d'une autre ville centrale au développement de cette musique, Brazzaville. Alors que mon étude s'est attardée uniquement au versant septentrional du fleuve Congo, c'est bien une synergie de ces deux capitales voisines que ce que l'on appelle rumba congolaise doit son origine. Alors, la deuxième génération, qui s'étend grossièrement, je dirais, les catégorisations de date, c'est moi qui ai tenté de les faire parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux terminologiques compliqués avec ça, mais je ne rentrerai pas dans ça ici. Donc, qui s'étend de 1955 à 1975, représente le premier âge de la musique congolaise, le premier âge d'or de la musique congolaise. Celui du passage du soliste accompagné à la musique d'orchestre. Alors que la formation même de l'orchestre connaît quelques variables, une formule relativement standardisée s'impose rapidement. 2 percussionnistes, un bassiste, 2 guitaristes et une section de cuivre accompagnent un chœur de voix masculine qui double, alimente et relaie la voix du chanteur soliste. L'African Jazz, dont la formation date du début des années 50, est le premier orchestre congolais de cette période à connaître un succès important. Associé à un public dévolué, la musique de cette génération est d'abord caractérisée par des tempos relativement lents et moyens, tempo binaire que l'on danse en couple sur 2 temps. On distingue par ailleurs 2 pôles à la musique de cette génération. Pôle associé au musicien Grand Calais et Taboulé Rochereau d'un côté, Franco Luambo Macchiadi de l'autre. D'un point de vue stylistique, c'est à cette période-là que se forment les 2 grandes écoles de la musique moderne congolaise,
l'école Fiesta d'un côté, l'école Odemba. J'ai traité de ça plus largement dans ma thèse de doctorat, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là ici. Mais sachez qu'il y a une vraie différence qui persiste jusqu'à aujourd'hui dans les approches de l'instrument, dans une certaine philosophie de l'orchestre, mais dans l'approche de l'instrumentation, il existe une vraie différence entre les deux écoles, et cette différence-là concerne l'ensemble des instruments de l'orchestre, à plus ou moins un détail près. Donc, alors que la musique de Grand Calais et l'African Jazz se distingue par l'orchestration des cuivres, celle de Franco et l'Ok Jazz est associée à une guitare fougueuse qui oblige à danser, à un commentaire social souvent induit, mais toujours incisif. Dans un cas comme dans l'autre, c'est par une certaine force de la voix, de l'émotion et des textes que cette musique se définit face à son public. C'est dans le jeu de la guitare et dans la composition mélodico-rythmique de l'ensemble que les plus significatives innovations seront à venir. Je vais ici abandonner un peu mon texte pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi cet extrait-là, parce que j'avais très peu de temps pour vous écrire, pour vous raconter une histoire qui est très longue. J'ai choisi simplement 2 extraits, les 2 extraits significativement de la même pièce, à environ 15 années d'intervalle. On sent juste entre ces 2 pièces-là, on sent très bien, à mon sens, à moi, l'évolution de la musique congolaise d'une forme vers une autre. C'est pas non plus, innocent que j'ai choisi une pièce de Franco et de l'Ok Jazz, parce que il est reconnu musicalement que la 3e génération qui va suivre et qui va se cristalliser principalement dans le travail de l'orchestre Zaiko Langa Langa sera beaucoup plus directement influencée par le style de la guitare qu'on retrouve chez Franco, qui est un style d'orchestre d'ensemble aussi beaucoup plus syncopé dans son ensemble. On sent si on pouvait faire la comparaison, on n'a pas le temps, mais on sent, déjà par rapport au premier exemple, on le sent bien, c'est nettement plus upbeat, on pourrait dire, un peu plus syncopé, tendu dans le binaire et le ternaire. Puis c'est plus relevé, puis cette fougue-là qu'on retrouve, mais d'une manière magnifique, un peu étouffée dans la musique de Franco, c'est ce qu'il va trouver qui va donner une impulsion, disons, sur le long terme, sur le terme culturel, on pourrait dire, c'est ce qui a donné une impulsion au style de Zaiko Langa Langa. Donc, je m'arrêterai ici pour la musique moderne, sachant qu'avec le temps que j'avais, je ne sais pas si j'ai pris les bonnes décisions, mais avec le temps que j'avais, je ne pouvais pas rentrer trop en détail dans tout. Je voulais quand même essayer de vous donner un aperçu, parce que c'est quand même, on n'est pas, ici à Québec, on n'est pas dans un milieu d'africanistes très fort, puis il y a un certain nombre d'évidences de la musique congolaise, je pense qu'ils ne vont pas de soi pour tout le monde, mais j'ai voulu un peu en partager un minimum avec vous de ce point de vue-là. Avant de rentrer dans la dernière catégorie, et puis là, vous allez être chanceux parce que je vais me taire, on va pouvoir écouter un court film de 18 minutes. Donc, la musique religieuse, j'en dirai très peu de choses, sinon pour souligner des évidences. D'abord, évidemment, qu'elle est née au contact du colonisateur et des missionnaires. Ensuite, pour dire qu'à une première période où les missionnaires, particulièrement catholiques, vont tenter d'inculquer avec une certaine violence la musique grégorienne, française, européenne, latine. Ensuite, à cette première période-là, assez peu fructueuse, parce que la musique grégorienne, comme l'ensemble de la musique européenne, est une musique heptatonique, c'est-à-dire qui va de do à do et qui subdivise d'une telle manière, alors que les musiques traditionnelles, pour la plupart, en Afrique centrale, sont pentatoniques. Donc, la perception et le rapport de la voix et de l'oreille à l'intervalle est tout simplement pas le même.
Ce qui fait que dans l'espèce de première volonté de transmettre des chants en latin, les missionnaires se sont butés à des vraies difficultés parce que c'était tout simplement pas dans l'oreille des gens, comme c'était pas dans l'oreille des missionnaires non plus ce qui se passait comme musique au village. Donc ça a pris un certain temps avant qu'il y ait une forme de compréhension des deux côtés. Je schématise une histoire complexe. Là. Je vous parle des catholiques. Il y avait aussi les protestants qui, eux, étaient un petit peu plus libertaires de ce point de vue-là et qui vont probablement donner les impulsions pour une première ouverture de la transformation des musiques religieuses congolaises. Donc, il y a des répertoires mixtes qui vont, dans la dernière phase de la colonisation, vont prendre place. Et puis, dans les années 60, va se renouveler, va avoir un immense projet d'inculturation liturgique qu'on a appelé au Congo le rite zaïrois. C'est toute une transformation de certains éléments du rite, de la messe, de la musique elle-même, qui va devoir être sanctionnée par le Vatican. Ça va être une histoire terrible qui va durer plusieurs décennies pour le clergé congolais, pour finalement tenter d'homologuer le rite zaïrois. Il le sera finalement à la fin des années 80. Si mon souvenir est bon. Donc, et le dernier point que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, la musique religieuse est aussi une musique commerciale. Il y a plusieurs artistes religieux qui gagnent bien leur vie et je n'ai pas le temps, évidemment, d'aborder dans cet exposé la complexité de ceci. Alors, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pas ça. Tantôt, il pouvait le faire. Pourquoi ne veux-tu pas? Oui, on va que je l'ouvre.
Je vais me permettre d'arrêter ici pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Puis en fait, hein?